Bonjour, Christine Moreau. Je vous accueille aujourd'hui dans l'atelier des éditions Mémo. Je suis l'éditrice des éditions Mémo et sa fondatrice avec Yves Mestralet, qui est le Mé de Mémo, et je suis le Mo de Mémo. Nous sommes une petite maison. Nous éditons depuis 30 ans et des livres de création d'artistes et d'auteurs contemporains et des livres qui sont des rééditions de grands livres d'hier, mais qui ont toujours autant d'intérêt aujourd'hui. J'ai voulu aujourd'hui vous présenter quelques exemples pris dans nos livres d'enfants libres, c'est-à-dire d'enfants soit qui font l'expérience de la liberté, soit qui l'exercent, parfois avec beaucoup d'insistance, comme Maddy, que vous allez découvrir tout à l'heure. Et je vais vous présenter aussi des images libres, les images libres de Loïc Boyer, le catalogue, la monographie que nous avons dédiée à ces créateurs des années 60 qui ont expérimenté cette liberté. Voilà, nous allons commencer avec un premier livre. Voilà le premier de nos petits héros libres, c'est le héros de La graine de carotte. La graine de carotte, c'est un livre dans lequel on voit un petit personnage s'obstiner à attendre que sa graine puisse donner quelque chose et qui n'écoute pas les conseils de ceux qui le découragent. Voilà le petit garçon donc, qui plante une graine de carotte et puis qui va se mettre à attendre, mais sa mère lui dit « je crois que ça ne poussera pas ». Ensuite son père lui dit « je crois que ça ne poussera pas ». Et son grand-père lui dit « ça ne poussera pas ». Mais chaque jour, il prend soin de sa graine, il arrose et il attend. Rien ne pousse, rien de rien ne pousse. Tout le monde lui dit que ça ne pousserait pas. Et puis, un jour, finalement, une carotte poussa, exactement comme il savait qu'elle pousserait. Voilà, ce petit livre très court, il dit à quel point les enfants peuvent savoir être insistants et courageux, et même téméraires, parce que cette graine, tout le monde lui a dit qu'elle ne pousserait pas, et puis il a tenu bon. Et on aime énormément ce livre, et les enfants se sont reconnus dans ce petit personnage. Il a été créé par Ruth Krauss, avec des images de Crockett Johnson, son mari, dans les années 40, à la fin des années 40. Et il faut savoir que Ruth Krauss et Crockett Johnson avaient rassemblé dans leur maison aux États-Unis énormément de jeunes créateurs de livres, parmi lesquels Maurice Sendak, qui a toujours beaucoup reconnu l'influence qu'avait exercée sur lui Ruth Krauss en particulier. Voilà ce premier livre. Je voulais vous présenter maintenant Harold, qu'on appelle notre petit philosophe. Harold est le crayon violet. Il y a 6 livres différents, et voici le premier. Et Harold, avec son crayon violet, invente son monde. Donc, un soir après y avoir longuement pensé, Harold décida d'aller se promener au clair de lune. Et pour aller se promener au clair de lune, comme il n'y avait pas de lune, et que Harold avait besoin d'une lune pour se promener au clair de lune, et il avait besoin de quelque chose sur quoi marcher, il dessina un long chemin tout droit pour ne pas se perdre. Et il partit se promener, emportant avec lui son grand crayon violet. Et au fil du livre, Harold va au fur et à mesure rencontrer quelques obstacles, se fixer quelques objectifs, et finir par se retrouver dans le lit qu'il va prendre le temps de dessiner. Ça n'a l'air de rien peut-être, mais Crockett Johnson, en dessinant et en créant ce petit personnage, a créé un type de personnage qui était assez peu fréquent à l'époque, c'est-à-dire un enfant dont on ne voit pas les parents. Il a beau avoir une sorte de petite barboteuse, il a l'air d'être tout à fait à son affaire pour se promener seul avec son crayon violet.
Et Crockett Johnson, comme Ruth Krauss, avait vraiment pour but, pour principe, de créer des personnages qui n'étaient pas soumis à des impératifs de morale ou de bonne manière. Et je vous présenterai tout à l'heure un livre dans lequel de petits personnages ont même ce qu'on aurait pu appeler à l'époque de mauvaises manières. Et c'est bien ce qui fait qu'ils sont toujours aussi contemporains et aussi amusants pour des enfants. Alors, voilà. Voilà donc ce petit livre dont je vous parlais. Un trou, c'est pour creuser. Donc, c'est un titre un petit peu énigmatique, mais en fait tout le livre est construit sur cette inversion. On pourrait dire pourquoi creuser un trou, qui a le droit de creuser un trou. Et en fait, dans ce livre, l'enfant détermine complètement le monde en fonction de lui et de son entourage. Donc les bras, c'est pour embrasser, les orteils, c'est pour faire du gigotis, les oreilles, c'est pour faire de l'écoutis, la bouche, c'est pour sauter dedans, glisser dedans et crier youpla boum, youpla boum. Donc youpla boum, youpla boum, boum. Un château, c'est pour construire avec du sable, un trou, c'est pour s'asseoir, et un rêve, c'est pour regarder la nuit et voir des choses. C'est un texte absolument magnifique parce que on comprend qu'il s'agit du monde vu par le prisme donc, de l'enfance et qu'il s'agit de petits détails ou de grands sentiments qui sont entièrement centrés sur l'enfant. Donc c'est l'enfant qui prend la parole. Donc les petits cailloux, c'est pour que les petits-enfants les prennent et les mettent en petit tas. Un frère, c'est pour aider. Un directeur, c'est pour enlever les échardes. Je ne sais pas s'il continue à le faire encore. Une montagne, c'est pour monter tout en haut. Une montagne, c'est pour descendre tout en bas. Et puis on termine avec une fête. Le soleil, c'est bien pour faire une belle journée. Et un livre, c'est pour regarder. Et puis comme ces enfants sont libres de tout faire, ils sont aussi libres de s'en servir comme d'un oreiller. Ce livre-là fait partie d'une collection qui s'appelle Les Trésors de Saint-Dac, parce que Mémoire a été choisi par la Fondation Saint-Dac pour rééditer un certain nombre de livres, soit qui n'étaient plus disponibles depuis longtemps en France, soit des livres qui n'avaient jamais été édités auparavant. Et l'intérêt aussi de cet ouvrage, c'est que c'est le premier ouvrage de Maurice Sendak, illustré par Maurice Sendak. Ensuite, il y aura La Fenêtre de Kenny, qui est écrit et illustré par Sendak. Mais vous êtes donc devant ici le premier ouvrage illustré par Sendak, toujours avec donc Ruth Krauss, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans la collection des trésors de Sendak, on trouve bien sûr La Fenêtre de Kenny, mais on trouve aussi un certain nombre d'ouvrages, dont un tout nouveau, Hector Protector, et qui va continuer à enrichir cette collection. Celui-ci est plus proche des ressources graphiques que Sendak a employées pour Max et les Maxi-Monstres. Et celui-ci est très très différent. Quelquefois, on me demande pourquoi ces personnages sont aussi différents. Sendak a évolué au cours de sa carrière. Et il faut savoir aussi que ces enfants sont des enfants très proches des croquis qu'il faisait des enfants de Brooklyn quand il vivait à New York avec ses parents. Donc il s'agit aussi d'enfants qui jouent dans la rue. Et ce sont des personnages qui sont très très proches de l'entourage de Sendak quand il était jeune. Voici maintenant, on avance un petit peu, puisque là on a commencé juste après-guerre. Et puis on arrive maintenant un petit peu plus tard, dans les années 50, avec le petit Brown. Et le petit Brown, c'est ce petit enfant qui est un enfant de famille aisée, qui vit dans un hôtel, visiblement d'ailleurs, avec personnel. Et puis, c'est un enfant, en fait, dont les parents se déplacent sous terre, j'imagine que c'est avec le métro,
Et c'est un enfant qui en fait ne voit jamais autre chose que la ville. Et puis, il va aller se promener avec, on pense que c'est sans doute une femme de ménage, qui est Hilda. Visiblement, Hilda, alors elle a un policier dans sa famille, et elle est issue d'une immigration, on ne sait pas laquelle, mais en tout cas, elle a une famille qui parle une langue étrangère, ce qui fascine le petit Brown. Et puis, il s'agit d'une vraie maison, donc il monte et il descend l'escalier sans cesse. Et puis, il va aider à confectionner un goûter. Et il va ensuite repartir, après avoir mangé ce goûter, ce gâteau. Et en fait, quand il va revenir dans la ville, mais avec cette notion de cet ailleurs qu'il n'avait jamais encore expérimenté. Il a pu rencontrer une famille qui vit dans une maison, qui parle une autre langue, avec un frère policier et un autre qui conduit, en tout cas dont on connaît le conducteur. Et quand il va revenir chez lui, dans cet ascenseur, en fait, c'est une très très belle image. Il va, en rêve, continuer à vivre dans cette maison. Et c'est toujours ce principe de la journée qui aura tout changé dans votre vie. C'est un thème que les éditions Mémo aiment beaucoup. C'est ce thème de la journée singulière, la journée qui change tout le cours d'une vie. Et c'est un thème qui est extrêmement bien repris par donc André François. André François, un immense graphiste, illustrateur, créateur de livres et pour enfants et également pour adultes, et qui a là uniquement illustré ce texte d'Isabelle Harris. Et je voulais souligner aussi quand même que ce soit ce livre-là, que ce soit celui-ci, il s'agit d'une traduction de Françoise Morvan, qui a cet immense talent de refaire de la langue, c'est-à-dire non pas de traduire quelque chose de façon trop appliquée et trop proche du texte original, mais qui en fait quelque chose d'entièrement nouveau et surtout qui est toujours de très très grande qualité quand on dit ce texte. Voilà, c'est une sorte de qualité particulière qui est le rapport à l'oralité de Françoise Morvan. Alors maintenant, je voulais vous présenter un livre que j'aime particulièrement. C'est Mon chat personnel et privé, spécialement réservé à mon usage particulier. Un livre de Sandor Stollard qui est conçu en fait et illustré par Rémi Charlip. C'est important, conçu et illustré, ça veut dire que c'est Charlip qui a eu l'idée de ce livre et qui a demandé à Sandor Stollard de faire le texte. Mais c'est un des rares cas où en fait l'illustrateur est à l'initiative du livre et c'est lui qui construit en fait le synopsis. Voilà. Et en fait ce livre raconte l'histoire d'un propriétaire de chat, un jeune propriétaire, qui commence tout de suite de façon très obsessionnelle à parler de son chat. Voilà, mon chat personnel, mon chat à moi. Et voilà ce qui nous est arrivé à mon chat personnel et à moi. Entre parenthèses, moi. Et là, le chat commence à se méfier. Il a raison, parce qu'en fait, ce petit garçon va vouloir le prendre. Le chat n'est pas forcément d'accord. Puis ensuite l'habiller. Puis ensuite le promener. Et en fait, ce chat va lui apprendre 2-3 choses, après avoir échappé à chaque fois. Car le petit garçon lui dit, j'ai dit, écoute un peu chat, j'ai dit, viens donc voir par ici chat, tu es mon chat personnel et privé, spécialement réservé à mon usage particulier. Tâche à te souvenir de ça. Tu es mon chat à moi, rien qu'à moi, tout à moi. Tu vois ?
Et donc le chat dit il a dit il a dit hum, il a dit hum hum hum. Et il va lui raconter ce qu'il est. Il est moi au moi. Il a dit mien au mien. Et car je suis à moi, rien qu'à moi. Je suis chat de chat de chat. Et toi, oui, toi, tâche de te souvenir de ça. Donc on va continuer à suivre le chat qui va lui expliquer ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et puis, à ce moment-là, le propriétaire va penser à ce qu'il est, il va lui expliquer qui il est, mes mains font la paire et mes pieds sont frêles, je sais bien siffler, je sais bien cracher, je suis à ma taille, juste bien ma foi. Je suis l'ami de mon moi. Et puis, moi aussi, dit le chat, je suis l'ami de mon moi, mais parfois, la nuit, donc la nuit, à quoi il pense? Il pense à une petite place, une petite face, spécialement réservée à un usage particulier. Et il lui redit qu'il est mon chat personnel, a dit le chat, tâche à te souvenir de ça. Et je me suis souvenu de ça. Voilà, donc là, on a tout. On a l'exercice de la liberté, autant pour le chat d'abord que pour l'enfant. C'est le chat qui va apprendre à l'enfant qu'il est libre, mais que lui aussi peut l'être. Et puis surtout, c'est cette fin qui est magnifique, et c'est le fait que lui peut choisir d'être avec cet enfant et non pas appartenir à cet enfant. Alors, toujours un texte français de Françoise Morvan. On a choisi d'ailleurs de mettre texte français, c'est beaucoup plus qu'une traduction. Et puis, avec ce grand créateur de livres pour enfants qui était Rémi Charly, qui est également chorégraphe et danseur, qui nous a été présenté, enfin, c'est l'association des Trois Ours qui nous l'a fait connaître. Et on a d'ailleurs édité un livre qui est quasiment le dernier livre de Rémi Charly. On a commencé par l'avant-dernier livre de Rémi. Et puis, on est remonté dans le temps et on a pu faire un certain nombre de livres de Rémi Charly, qui était lui-même un esprit libre et qui a créé ces livres qui mettent en scène la liberté, l'amour, le choix de l'autre et non pas l'obligation. Et voilà un autre de nos petits personnages, de nos petits héros libres. Voilà, après les libres enfants de Mémo, voici les images livres. Cette monographie qui est consacrée à un mouvement à la fois esthétique et un mouvement plus profond de renouvellement de ce qu'était un album pour enfants, avec la mise en avant d'enfants autonomes et avec surtout une grande liberté dans les moyens. Des éditeurs comme Henri Vidal ou comme Arlene Quist qui ont choisi d'éditer des livres avec des graphistes, illustrateurs qui renouvelaient complètement l'illustration pour enfants, avec également un exercice de réinterprétation de grands classiques comme des classiques de Ionesco ou bien Alice au Pays des Merveilles, revisité par Nicole Claveloux. Et ce livre-là, cette monographie, donne à voir un certain nombre d'ouvrages qui sont pour la plupart impossibles à trouver à présent. Et ça nous permet aussi de continuer, alors après les années 40, les années 50, les années 60 et 70, de pouvoir à ce moment-là comprendre ce qu'a été ce mouvement intellectuel et artistique qui a donc donné lieu à cette monographie de Loïc Boyer. Je voulais aussi vous présenter Mercredi d'Anne Berthier. Alors là, il s'agit de héros un peu particuliers parce qu'il s'agit de formes. Donc voici un livre qui est consacré à des formes libres. Et ce sont deux formes qui vont d'abord apprendre à se connaître et puis qui vont se mettre au défi de former des figures.
Donc au début, on a cette forme bleue qui va accomplir certaines choses, mais la forme orange qui va vouloir en faire autant alors qu'elle est plus petite. Donc on a papillon, papillon moi aussi, fleur, fleur moi aussi, champignon, champignon. Et puis à un moment donné, regarde petit rond, regarde, barrière, cerf-volant, je ne peux pas assoupir petit rond, je suis trop petit. Et puis ensuite, on va voir qu'ensuite, chacun va dans son coin, hein, il y a une fâcherie, mais qu'ensuite, très vite, et si on imaginait des figures tous les deux ensemble, bonne idée, essayons tout de suite petit rond. Et puis, on va assister à une composition de figures et d'images qui tient à la collaboration de la forme orange et de la forme bleue. Admire, je me tiens bien droit. Moi, je fais le point, dit petit rond. Eh bien, notre i est très réussi. Et puis, on continue, magnifique, un bonbon, un clown, incroyable. Nous voilà, bonnet, bateau, bol, que c'est beau. Petit rond et grand carré s'en donnent à cœur joie. Et on va avoir ce livre jusqu'à la fin. On va avoir donc la gymnastique qui donnera enfin, préparons notre goûter, et tous deux de s'écrier, pâtissier, casserole, cuillère, rouleau, gâteau. Et ils savourent donc ce bel après-midi. On a même ensuite une inclusion de l'un dans l'autre. Ce livre a été donné aux enfants de 6 départements en 2000. Et c'est un livre qui fait également la part belle à la liberté du choix d'être ensemble plutôt que de se surpasser l'un l'autre. Donc on a parlé de petits héros qui étaient des enfants, mais voici un livre dans lequel les formes elles-mêmes sont des formes en liberté. Alors je voulais vous parler maintenant d'une héroïne et d'un héros. Alors on commence par l'héroïne, Alionushka. Il s'agit d'un conte russe recueilli par Afanassiev et illustré par Étienne Beck avec un texte de Françoise Morvan. Et il s'agit d'une héroïne qui va, intrépide, qui va chez ses vieux parents inviter des amis et être confrontée à la venue de brigands qu'elle va vaincre par à la fois son courage et puis surtout son intelligence. Et ce conte-là, à l'inverse souvent des contes dans lesquels les femmes et les jeunes filles sont des princesses sauvées par des princes téméraires, il s'agit là d'une jeune héroïne qui elle-même va déjouer tous les pièges tendus par ces brigands. Il s'agit aussi d'images très libres parce qu'il s'agit d'une magnifique illustration d'Étienne Beck qui ne s'interdit aucune audace, que ce soit le cadrage, que ce soit l'emploi de couleurs très vives et avec une expressivité toujours du dessin qui est formidable. Donc voilà, Alionushka. Donc ce conte palpitant, plein de rebondissements, qui est aussi une belle leçon de courage et de solidarité. Et auparavant, nous avions édité Petit à petit doigt, avec un petit héros cette fois, qui est donc ce petit doigt coupé, qui va acquérir une vie propre et qui va réussir à lui aussi déjouer un certain nombre de pièges et faire la fortune de son vieux père, voilà, et qui va finir par non seulement vaincre le loup, mais réussir à se faire même coudre un petit vêtement en peau de loup. Voilà, que les amis des loups nous pardonnent. Mais voici un livre formidable aussi, avec un petit héros tout à fait débrouillard. Et voici maintenant 2 livres de Mélanie Rutten, et un premier que j'aime particulièrement, qui s'appelle Les Sauvages. On est un peu dans le monde de Huckleberry Finn, avec ces 2 formes qui vont se glisser dans la nuit, d'abord sur un radeau, puis ensuite qui marchent pieds nus en pyjama,
ces formes arrivent sur l'île abandonnée. Elles marchaient et s'enfonçaient dans l'obscurité. Elles allaient sans hésitation, sans peur. Les arbres se penchaient pour les protéger. C'était leur nuit. Et on va voir ces deux enfants à qui rendent visite des formes et des personnages fantastiques qui vont venir, par exemple, celui qui pensait toujours aux autres, celui qui veillait à dormir et à manger. Il y avait celui qui rêvait et celui qui s'occupait de grandir. C'était une bande de sauvages et c'était leur clairière. Cette nuit, c'était toujours. L'intéressant dans ce livre, la beauté d'abord des illustrations de Mélanie Rutten, mais c'est aussi ce texte qui met en scène deux enfants libres qui vont recevoir leurs amis, jouer et passer toute une nuit jusqu'à ce que ensuite ces formes s'en aillent, puisque le jour se lève. « Jour, lève-toi » crièrent les enfants. Et le petit qui parla pour la première fois dit à l'invité « Regarde ». Tous regardèrent le jour se lever sur la clairière, un nouveau immense. Et on va ensuite voir ces deux enfants s'inviter. « Tu viens, on rentre, c'était bien, c'est beau, un jour on partira pour de vrai, oui, un jour ce sera toujours et on sera toujours ensemble, tout sera possible, oui, tout sera possible. » S'il fallait de tous ces livres retenir une seule phrase, c'est vraiment celle-là, c'est « tout sera possible ». C'est l'élan qui est donné aux enfants, la force qui leur est donnée, l'incitation à non seulement grandir, mais à s'émanciper. Voilà. Et on a également publié il y a très peu de temps Le Dehors de Mélanie Rutten, dans lequel des personnages également vont se confronter à ce que c'est que le dehors et ce que c'est que le dedans. Et on aime particulièrement la fin, parce qu'à la fin, les mamans arrivent en camion de pompiers, tandis que les papas ont fait une montagne de crêpes. Voilà, encore un livre qui n'est pas genré, dans lequel les personnages et les attributions sont aussi donnés en toute liberté. Et alors cette année, nous avons édité Madi dans la grotte de Pauline Barzilai, son premier livre. Et il s'agit d'un exemple vraiment tout à fait manifeste de ces enfants en liberté, avec ce personnage non genré volontairement, et qui traverse un certain nombre de situations et qui refuse qu'on lui dicte sa façon d'être, avec une très très grande liberté graphique également. Très beau livre et qu'on est très très fiers d'avoir publié cette année. Vous dire aussi que ce livre que je vous présente vient effectivement boucler toute une histoire du livre pour enfants, avec de jeunes auteurs qui se revendiquent des influences tant de Topor que de Sindac et de bien d'autres, mais avec une relecture et une façon différente, bien sûr, de le faire. Et voici maintenant la fin de ce petit entretien. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à l'exposition Lire l'enfance avec les éditions Mémo à la médiathèque Sagan du 15 novembre au 19 mars 2023, qui donnera à voir 30 ans d'édition des éditions Mémo et l'entrée du fonds des éditions Mémo et des archives dans le fonds patrimonial Heures Joyeuses. Je vous retrouve aussi tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci beaucoup. On attend incessamment sous peu que Charlotte Jaillot et Christine Moreau des éditions Mémo se connectent afin que vous puissiez échanger avec elles. Je vous rappelle que le salon aura lieu en présentiel donc du 30 novembre au 5 décembre, toujours à Montreuil, que le thème cette année est Désir du monde et que c'est avec un grand plaisir qu'on vous y attend très nombreux cette année. N'hésitez pas à vous connecter sur slpjplus.fr pour obtenir votre accréditation en accès libre sur toute la durée de l'événement.
Qu'est-ce que tu vois de la tête? Voici Charlotte Jaillot qui s'est reconnectée. Bonjour Charlotte, vous êtes en direct. Je vous laisse avec les participants qui ont des questions peut-être à vous poser, à moins que vous n'ayez vous-même des choses à leur dire. Merci beaucoup. Voilà, je suis à votre écoute. Si quelqu'un a une question, j'espère avoir un petit temps d'échange avec vous. Il n'est pas très long. Mais surtout, n'hésitez pas à me demander si un Peut-être avant livre. toute chose, on peut commencer par rappeler où est-ce que vous vous trouverez pendant la période du salon. Voilà, ça c'est fondamental. Alors, ce qui est fondamental, c'est que je ne sais pas quel est notre numéro de stand, mais c'est F6, donc au premier étage, comme toujours, et c'est en haut de l'escalateur de gauche, quand il est dans le sens de la montée. On est un petit peu derrière notre espace habituel, en gros à peu près au même endroit. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, vous avez déjà en tête les personnes qui viendront s'occuper de faire des dédicaces ou qui seront présents sur votre salon? Oui, on a une liste de dédicaces. Alors, le temps que j'aille vous la chercher, je pense qu'on peut peut-être répondre à une autre question. D'abord, personne ne me demande où est-ce qu'on est en ce moment. On est à Nantes. Je ne sais pas, je pense que les participants, eux, viennent de partout. Ce que je voulais vous dire aussi, en attendant d'avoir la liste des signatures, c'est qu'en ce moment même à Paris, pour celles qui viennent à Paris, pour le salon, nous avons une grande exposition anniversaire à la médiathèque Françoise Sagan, à l'occasion des 30 ans de Mémo, mais surtout à l'occasion du versement de toutes les archives de Mémo au fur et à mesure dans le fonds Heures Joyeuses, qui est le grand fonds patrimonial de la littérature jeunesse en France, avec des gens formidables. Et nous avons eu un magnifique espace pour exposer beaucoup d'images. Je vous recommande d'aller voir cette exposition. Elle fait plaisir à voir. En tout cas, elle vient vraiment mettre en perspective ce qu'on a pu vouloir faire pendant ces 30 dernières années. Je À ne la vois pas médiathèque arriver. Françoise Sagan, on a une première question qui, Allez-y. Aladji D vous demande bonjour, quelle est la part des rééditions et des créations chez vous? Alors, je pense qu'on doit être à peu près à 30 ou 40% de réédition et le reste en nouveauté. Mais ça dépend beaucoup des années. Il y a des années où on a été quasiment à 50% et certaines années, on a été à beaucoup plus de création que de réédition. Voilà, pour nous, c'est une seule et même continuité temporelle, un petit peu comme on continue à lire Balzac, Stendhal ou bien Shakespeare. Pour nous, il n'y a pas de vieille littérature quand elle est de qualité, et ça vaut pour la jeunesse autant que pour la littérature générale. On a une autre question de quelqu'un qui voudrait savoir comment vous vous y prenez pour découvrir les jeunes auteurs. Alors, c'est tellement variable. Parfois, il y a des gens qui nous ont envoyé un mail, comme par exemple Ghislaine Herbera avec Monsieur sans tête. Et moi, comme j'ai pu répondre à l'instant même qu'on voulait faire ce livre. C'est l'avantage ou l'inconvénient parfois de ne pas avoir de service de marketing qui vient vous dire oui, mais ce livre va se vendre peut-être un petit peu moins que celui-là, donc est-ce qu'on pourrait changer, arbitrer? Ce sont parfois des gens qui nous envoient des projets, parfois des gens dont on a remarqué le travail, parfois des gens qu'on croise ou sur des salons, d'où la grande utilité du salon de Montreuil. Et même si je sais que les outils modernes permettent de se voir de loin, je dois dire que rien ne remplace la présence à Montreuil des bibliothécaires et puis donc des auteurs qui parfois viennent nous montrer des images dont on tombe immédiatement amoureux. Voilà. Margot Est-ce que j'ai voudrait répondu? savoir. Oui, je pense. Margot voudrait savoir comment vous faites le choix des livres que vous éditez. Vous avez dit avoir comme sujet qui vous tient à cœur les journées particulières qui bousculent le restant des jours d'une vie. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est autant de projets, autant d'intérêts que de projets. Quelquefois, les gens pensent qu'on est plus intéressé par
du vectoriel et des choses assez graphiques, comme on dit. Et en fait, parfois, comme par exemple Étienne Beck, ce sont des choses extrêmement, au contraire, touffues, avec énormément de matière et comment dire, d'enrichissement graphique. Mais en fait, une seule chose, moi, m'intéresse vraiment, c'est quand ce qui est fait est singulier. Très souvent, comme les écoles sont, c'est normal, aussi un peu des moules, on a des gens qui parfois sortent de certaines écoles avec des expressions graphiques assez similaires à des gens qu'ils admirent. Et puis, il y a des gens qui sont singuliers et qui font quelque chose que personne d'autre ne fait. Donc, quel que soit le type d'expression graphique qui est choisi, ou le type aussi de texte, parce qu'il ne faut pas oublier les textes, l'intérêt, c'est quand c'est fait par cette personne-là et personne d'autre. Voilà, c'est la singularité qui nous intéresse, qui nous convainc, qui nous emporte. C'est comme pour tout, c'est comme pour l'amour. Est-ce que certains de vos albums sont publiés en langues étrangères? Énormément. Pour une petite maison comme nous, on est très content parce que la part d'albums vendus à l'étranger est assez importante. Bon, alors évidemment, il ne s'agit pas des ventes de grandes maisons, mais on est quand même très satisfait de voir qu'en Chine, en Italie, en Espagne, un petit peu partout, on a des livres dont les droits sont vendus. Bien, eh bien, c'était notre dernière question. Je vous remercie énormément, Charlotte, de votre patience, de votre bienveillance pour notre petit souci technique. Merci à tous les participants qui sont restés connectés avec nous. Je vous souhaite un très, très beau salon. Pouvez-vous nous rappeler le stand où vous vous trouverez? F6. F6, voilà, F6 où vous retrouverez les éditions Mémo. Merci beaucoup, Charlotte. On vous Une très remercie bonne journée. beaucoup et puis merci beaucoup de votre patience aussi pour ces incidents techniques. Et puis à bientôt pour tout le monde. Venez nous voir sur le stand. Au revoir. F6. Au revoir.